Stunning fallout after the Hollywood hacking at Sony. Now we learn private emails about big stars, including Angelina Jolie, have been made public. The first being that this album has leaked. It's right, that's right, the Tortured Poets Department has leaked. I heard about it, and I did see it, and it's a Photoshop. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui traverse toute la pop culture. Un sujet tabou, illégal, mais qui est pourtant central et que n'importe quel fan a déjà rencontré un jour dans sa vie. Les leaks. J'ai alors décidé d'enquêter sur ce qui se révèle être un véritable business de l'ombre qui structure tout le champ. Je suis même allé interroger des insiders américains spécialisés des leaks qui m'ont fait découvrir les coulisses de ce domaine. Jeff Snyder, journaliste depuis plus de 20 ans, spécialisé dans les scoops et qui est passé par le Hollywood Reporter ou encore Variety, et Cryptic for All, un insider anonyme connu pour ses nombreux leaks sur son compte Twitter. Et certaines histoires sont plus surprenantes qu'on pourrait le croire. Et la morale définitive n'est peut-être pas celle attendue. Déjà, qu'est-ce que c'est un leak? C'est simplement la traduction d'une fuite. Ça peut être la fuite d'une chanson inédite de Taylor Swift, d'une information sur une série, ou même lorsque le script entier du film Hateful Eight de Tarantino s'était retrouvé en ligne, ce qui avait poussé le réalisateur à annuler le long métrage pendant un temps. Les leaks ont plus ou moins toujours existé depuis l'avènement de la pop culture. En 1952, le magazine Confidential est lancé aux États-Unis. Il s'agit d'un des premiers journaux spécialisés dans les gossips, les scandales et donc les fuites issus de l'industrie hollywoodienne. L'année suivante, le journal révèle et couvre le divorce de Marilyn Monroe et Joe DiMaggio, rencontrant un immense succès. Dès l'origine, la fuite, le scoop, l'information confidentielle fait vendre. Le public raffole des coulisses, ce qui se cache derrière les rideaux une fois que les caméras sont éteintes. Jeff Snyder explique l'intérêt pour les journalistes concernant ces scoops. What I really liked from what I saw in the newsroom was when people had big scoops to break, right? It's intoxicating, it's seductive, it's I have something you don't know and that you want to know, and I like that thrill of the hunt and also telling the world, sharing the world a story that's going to make people happy. Sauf que là, ça concerne surtout la vie privée des stars. Et si, dans un sens, cette vie privée fait également partie de la pop culture, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux leaks qui concernent le contenu. On pourrait avoir l'impression que c'est un phénomène récent, mais encore une fois, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que vous connaissez l'histoire des bootleg recordings des Beatles? Au début des années 70, des vinyles de morceaux en version maquette et jamais diffusés des Beatles commencent à circuler. C'est le cas de l'album Get Back, qui sera renommé plus tard Let It Be. L'origine de cette fuite serait John Lennon lui-même, qui avait donné une copie de cette version non finalisée de l'album à un journaliste, qui l'avait transmise à un DJ, et qui s'est ensuite retrouvé diffusé à la radio. Parfois, le leak est même la seule source d'existence d'un morceau, d'un clip ou d'un film. Par exemple, le rappeur Mac Miller a des dizaines de morceaux qui ne seront jamais dévoilés officiellement, qui circulent sur des plateformes d'échange, dont notamment un featuring avec Lana Del Rey. Certaines œuvres n'existent que par le leak, et deviennent des formes de rareté qui s'échangent comme des objets de collection. Dans les années 80, Bernd Eichinger achète les droits d'adaptation des 4 Fantastiques pour une bouchée de pain à Marvel. Mais en 1992, il se rend compte que les droits expirent à la fin de l'année, à moins qu'il produise un film. Il fait alors appel à Roger Corman, spécialiste des projets à bas budget, pour produire en 3 mois un film, Les 4 Fantastiques. Le tournage et le montage ont lieu et les équipes sont persuadées que le film va sortir normalement. Sauf que juste avant sa diffusion, c'est annulé. Ce qui est logique, car le long métrage est très mauvais et servait juste à prolonger les droits. Le film est détruit, ainsi que toutes ses copies, sauf une qui se retrouve copiée de main en convention, puis sur eBay, avant d'être digitalisé. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur internet, malgré le fait qu'il ne soit jamais officiellement sorti. La fuite est un phénomène qui met en évidence une contradiction dans la nature humaine et son rapport aux œuvres. Notre curiosité est en partie alimentée par ce sentiment de mystère, d'inconnu. C'est cette impression qui nous donne envie de découvrir un contenu. Pour l'auteur italien Cesare Pavese, et oui, j'ai fait espagnol LV2, le mystère est central dans la réussite d'une œuvre. En 1939, il écrivait que une œuvre d'art est un succès uniquement quand, même pour l'artiste lui-même,
elle comporte une part de mystère. Cette notion est donc centrale dans notre appréhension des œuvres. D'ailleurs, lorsqu'elle est brisée, notre rapport au film en particulier se retrouve transformé, voire dégradé. On s'est tous déjà fait spoiler un film ou une série qu'on attendait. Perso, un coéquipier m'avait dévoilé la mort d'Han Solo dans Star Wars 7 après un entraînement de foot. Je me souviens exactement de ce moment et je suis sûr que c'est également votre cas pour un des spoilers. Il suffit de voir la paranoïa généralisée à la sortie d'un nouveau scan majeur de One Piece. Ces derniers, qui sont des copies illégales traduites du manga publié au Japon avant la France, sont facilement accessibles et permettent à ceux qui y ont accès de spoiler les autres. Une étude du chercheur à Yale, Paul Bloom, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, explique parfaitement ce raisonnement. Les spoilers vont détruire notre suspension d'incrédulité et surtout vont faire apparaître les ficelles scénaristiques de chaque œuvre. La professeure de psychologie Talia Goldstein rappelle que pour le cerveau humain, la différence entre un fait et une fiction est assez floue. Quand on est spoilé, ça vient nous rappeler qu'en fin de compte, il ne s'agit que d'une histoire. Il va donc être plus difficile de se plonger pleinement dans l'univers, de se laisser porter en sachant exactement où cela va nous amener. Cela révèle une impasse de l'industrie du divertissement qui se repose en grande partie sur des twists et des surprises qui vont artificiellement stimuler le spectateur. D'ailleurs, les études ne sont pas complètement unanimes sur le sujet. Pour certains genres comme le mystère ou le thriller, ou pour certaines personnes, au contraire, il va y avoir une anticipation de la récompense qui va éveiller notre esprit. Donc, évidemment qu'une œuvre de qualité peut s'apprécier même si l'on connaît certains éléments de l'intrigue ou même carrément sa fin. Mais dévoiler les ficelles de cette industrie, que ça soit par le biais d'un leak et ou d'un spoiler, ça reste quand même pour moi détruire en partie sa capacité à maintenir notre cerveau disponible. Parce que ça touche même les émissions télé par exemple. En décembre 2021, l'émission de survie Koh-Lanta était ébranlée par de nombreux scandales. Un compte anonyme avait fait fuiter l'ordre de toutes les éliminations de l'émission, ainsi que le nom des vainqueurs. Mais pire, les candidats ont rapidement été accusés par des sources toujours anonymes d'avoir triché. Certains se seraient nourris par le biais d'habitants locaux ou auraient négocié avec la production des passe-droits. Un tollé sur Twitter, plusieurs articles dans Le Parisien et des débats à n'en plus finir sur Touche pas à mon poste écornent définitivement l'image de l'émission qui a rapidement tenté d'identifier l'origine de ces fuites compromettantes. Pour les films, parfois des éléments majeurs de l'intrigue sont dévoilés sur internet et les réseaux sociaux la semaine, voire des mois avant leur sortie en salle. C'est le cas par exemple pour Deadpool et Wolverine. Un phénomène que Jeff Snyder, qui est pourtant spécialisé dans les scoops et dans le fait de sortir des informations confidentielles, dénonce. Like, spoiler culture is just totally out of hand, and the problem is that, like, as a trade reporter, I think that you develop an understanding of, like, okay, this is something that's going to be part of the marketing campaign, like, I'm gonna, you know, put it out there because everybody's gonna know. But then there are these scoopers who are reporting on these cameos and things that are super secret, and it's like, guys, you're just spoiling the movie at this point, right? This isn't informative, you're just doing it to say, oh, I know something cool and I'm going to ruin the experience for everybody. And I get that gets you followers and attention, but I think that as a reporter, you have to develop some sense of like, hey, is this something that should be public, or, you know, should I kind of play the game that the filmmakers want me to play, you know, and keep my mouth shut? If it's 2 weeks out before a movie, right, and they've managed to keep a cameo that they shot last year totally secret, and now it's 2 weeks before the movie and the movie's starting to screen for more and more people and it starts to leak out, that's not a fair game thing. If you found out when that actor signed that deal for that cameo a year and a half ago, that's one thing. But, you know, anyone can just see a movie early and then report spoilers. It's not the same thing. On a affaire à un phénomène vicieux, car les studios, les artistes et les producteurs vont tout faire pour créer un maximum de hype. L'engouement et l'attente d'un contenu façonnent une partie non négligeable de son succès. Cependant, cette impatience pousse les gens à subvenir à cette curiosité par tous les moyens qui existent et les pousse à toujours être en recherche d'informations au risque de se gâcher une partie de l'expérience. Ainsi, on se retrouve avec des artistes comme Dua Lipa contrainte d'avancer la sortie de son album et qui fond en larmes en live sur Instagram quand elle apprend que son album a fuité sur internet plusieurs jours avant la sortie. Bon, maintenant vous voyez à quoi correspond un leak et quelles implications ça peut avoir. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un phénomène qui est en pleine explosion et qui ne risque pas de s'arrêter de sitôt. En effet, depuis 20 ans, on assiste à une révolution souterraine de la pop culture où de nombreuses voix alternatives commencent à peser. Je vous propose donc de vous plonger avec moi dans cet univers fascinant, mais en grande partie illégal.
c'est pas tellement difficile de déterminer un marqueur temporel de l'explosion des leaks. L'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a permis une diffusion et un partage inédit des œuvres, mais aussi des informations. En 2003, le premier véritable film Hulk s'apprête à sortir sur grand écran. Alors que les X-Men et Spider-Man viennent de rencontrer un succès sans précédent, c'est au tour du monstre vert de montrer les muscles. Produit par Universal et réalisé par Ang Lee, le long métrage se retrouve face à l'un des premiers cas majeurs de leak en ligne. 2 semaines avant sa sortie en salle, Hulk est disponible au téléchargement sur internet. Pire, pour le studio, il sort dans une version qui n'est pas terminée, avec des effets spéciaux manquants, ce qui donne un résultat plutôt désastreux. On parle d'1 million de téléchargements et de plusieurs milliers de DVD vendus à la sauvette dans New York et dans le monde entier. Le FBI est rapidement mis sur le coup, à la recherche du terrible hacker, et tombe sur Kerry Gonzalez, un souscripteur d'assurance dans le New Jersey. Il s'était procuré une VHS que le studio avait envoyée à une agence de publicité qui travaillait sur le film. Gonzalez a été condamné à 6 mois d'assignation à résidence, 3 ans de mise à l'épreuve et une amende de $7 000. Mais vous savez le pire ? C'est que 6 ans plus tard, un autre film de super-héros subit exactement le même sort. X-Men Origins Wolverine, qui raconte donc l'histoire du célèbre X-Men, se retrouve lui aussi en qualité DVD dans une version non finalisée 1 mois avant sa sortie au cinéma dans le monde entier. Le leak aurait été téléchargé 4,5 millions de fois avant la sortie du film et environ 15 millions de fois au total. Cette fois, c'est Gilberto Sanchez, un vitrier de 45 ans, qui en est à l'origine. Il aurait obtenu le film par le biais d'un vendeur de DVD illégaux dans le Bronx et l'aurait publié sur Mega Upload. Il a été arrêté et condamné, mais l'origine de la fuite reste encore aujourd'hui inconnue. D'ailleurs, je me souviens qu'au marché de ma ville, il y avait parfois des vendeurs de DVD qui proposaient des films encore à l'affiche au cinéma. J'oublierai jamais ce jour où ma mère m'a acheté une copie illégale de 22 Jump Street et que le film se coupait en plein milieu. Le digital va alors prendre une place centrale dans ce circuit parallèle. L'avènement de séries comme The Walking Dead, Breaking Bad ou Game of Thrones, disponibles le plus souvent sur le câble, ont vu exploser le téléchargement illégal en même temps que l'apparition des sites comme Mega Upload. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le téléchargement illégal qui nous intéresse que le leak en tant que tel. Par exemple, certes, les nombreux pirates qui ont obtenu illégalement le dernier épisode de Game of Thrones ont coûté de l'argent à HBO, mais pas autant que ceux qui l'ont obtenu avant même sa diffusion officielle. Au début de l'année 2015, 4 épisodes de la série, alors numéro 1 dans le monde, sont piratés et se retrouvent partagés et visionnés des millions de fois. Une étude a alors été conduite par un chercheur de l'université de Varsovie pour mesurer l'impact de cette fuite sur les audiences de la série. Le résultat est sans appel. Game of Thrones a connu une chute d'audience à cause des leaks qui ont pullulé sur internet. La série représente un véritable tournant dans l'appréhension des fuites et même des spoilers. Une forme d'opposition avait lieu sur les réseaux sociaux entre ceux qui avaient lu les livres et connaissaient déjà la suite de l'intrigue, ceux qui regardaient en direct ou quasi direct à la diffusion, et ceux qui avaient quelques jours de retard et qui téléchargeaient après. Les réseaux sociaux et les plateformes de partage numérique ont donc permis évidemment au processus d'entrer dans une toute nouvelle dimension. Désormais, en quelques heures, un album entier peut se répandre sur internet après son leak. Benjamin Lee et Edward Lipuma parlent alors de culture de la circulation. Selon eux, la forme prise par les objets culturels facilite la manière dont ils vont circuler et dont ils vont être adoptés par l'audience. La connexion au débit et la compression des fichiers, ainsi que la possibilité à tout un chacun de diffuser de l'information, participent pleinement à cette culture de la circulation des œuvres de la pop culture qui s'est intensifiée au XXIe siècle. À cela, il faut ajouter un autre processus qui est la multiplication des intermédiaires. Le nombre de personnes qui travaillent sur le nouvel album de Billie Eilish est probablement gigantesque. En prenant en compte le label, les ingé-sons, les graphistes, les techniciens pour les clips, les tourneurs, les attachés de presse, multipliés parfois par plusieurs pays. Le nombre de personnes en capacité de faire fuiter l'information autour de la sortie du projet, sa date ou même un extrait de celui-ci est démesuré. D'autant qu'Internet permet une impression d'anonymat, et le télétravail, tout comme les ordinateurs, introduisent des intermédiaires qui peuvent inciter à l'infraction, laissant penser au leaker qu'il est anonyme et donc protégé. Une étude sur les vulnérabilités du point de vue de la sécurité des films avait conclu que 77% des leaks étaient issus d'individus travaillant directement dans l'industrie. L'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a aussi vu l'émergence et l'arrivée de dizaines voire de centaines de comptes Twitter notamment anonymes qui révèlent des informations confidentielles. Yeah, no, the internet definitely changed everything. I mean, it democratized the scoop game. So now I'm competing not just with Variety and Deadline and Hollywood Reporter. I'm competing with guys like Daniel Richtman or My Time to Shine or like all these kind of Twitter accounts where you're like, well, you know,
where did this person come from? How are they getting their information? A lot of them are just getting, agency or production grids that they're not trying to confirm any of the information that they're getting. They're just kind of putting it out there willy-nilly. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et surtout partager cette vidéo. Je suis indépendant, non financé, non sponsorisé, donc c'est vraiment le seul moyen de m'aider. Merci énormément à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi simplement commenter en donnant un exemple du leak qui vous a le plus marqué. Ça participe à créer des discussions et ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, le leak s'est vraiment démocratisé. Si les cas de X-Men Origins Wolverine ou Hulk, à savoir des films entiers qui vont fuiter sur internet avant même leur sortie, restent des exceptions, pour les autres types de fuites, c'est devenu plus fréquent. Chaque album un peu attendu est disponible illégalement sur internet la veille, voire la semaine avant sa sortie dans les bacs. Et surtout, les informations sont de moins en moins confidentielles. Désormais, on sait à l'avance quel artiste prépare son prochain projet, quels seront les feats dessus, sa date de sortie, et c'est pareil pour une grande partie des films. Le casting est annoncé avant le studio, les photos de tournage fuitent, tout comme les éléments de l'intrigue. Et finalement, on assiste à un véritable rapport de force. Je vous ferai pas l'affront de vous ressortir la phrase « le savoir est une arme », mais il y a un peu de ça. Dans un article dédié au pouvoir de l'information, Brian Burroughs suppose que si Karl Marx avait écrit Le Capital de nos jours, il aurait mis l'information comme un produit économique dominant pour l'auteur, qui écrit en 1994, dans le futur, donc aujourd'hui, la plupart des business qui domineront l'économie seront basés sur l'information, qui deviendra alors une ressource à part entière. Cela se retrouve au sein des industries culturelles. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. On pourrait pourtant se dire qu'une information, élément en soi le plus intangible, ne peut pas réellement peser dans un rapport de force. Mais les fuites majeures de la pop culture de ces dernières années ont, au contraire, cessé de révéler les véritables guerres qui se mènent à l'ombre des regards publics. Un des cas les plus évidents concerne, une fois n'est pas coutume, le monde des films de super-héros. En 2017, le réalisateur Zack Snyder s'était retiré en plein milieu du tournage du film événement Justice League, qui sortira en salle dans une version bien différente de celle initialement prévue. Le long métrage est très mal reçu par la presse et l'audience. Rapidement, le metteur en scène laisse entendre qu'il existerait une version alternative du film, respectant sa vision, la Snyder Cut. Un bras de fer à distance s'amorce avec Warner Bros, producteur de la franchise, qui nie dans un premier temps. Le réalisateur parvient à créer un mouvement, #Release the Snyder Cut, porté par de nombreux fans, et surtout, il dévoile régulièrement des images inédites de cette supposée version. La pression monte sur les réseaux sociaux avec la constitution d'une armée numérique, dont on apprendra même plus tard qu'elle était en partie constituée de bots, donc de faux comptes virtuels. Finalement, le studio craque, laisse Zack Snyder finaliser sa version du film avec quelques reshoots supplémentaires et diffuser la Snyder Cut de quasiment 4 heures. Le fait de faire intentionnellement fuiter l'existence du projet s'inscrivait donc bien dans un véritable rapport de force entre un artiste et un studio. Sauf que parfois, c'est allé beaucoup plus loin. Le leak a même servi dans un conflit à l'ampleur géopolitique. En 2013, le duo de comédiens Seth Rogen et James Franco écrivent un film satirique autour de la Corée du Nord. L'histoire d'un présentateur américain un peu stupide qui irait interviewer Kim Jong-un. Le film est produit par Sony et prévu pour sortir en octobre 2014. You two are going to be in a room alone with Kim. We got the interview! The CIA would love it if you could take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. Étonnamment, la Corée du Nord est pas super fan du projet. Le gouvernement coréen menace directement les États-Unis si le film est diffusé, et Sony décale le film d'octobre à décembre pour le rendre plus Corée-friendly. Visiblement, ça n'a pas convaincu Kim Jong-un, car en novembre, le groupe de hackers Guardians of Peace, très proche du pays, pirate Sony. Et là, c'est sûrement l'un des plus gros leaks de l'histoire de la pop culture. On apprend alors que le PDG de Sony, Kazuo Hirai, aurait demandé à Amy Pascal d'adoucir la scène du meurtre du film. Mais surtout, on en apprend sur le reste des projets de Sony. Par exemple, on prend connaissance que le studio de production qui vient de sortir The Amazing Spider-Man 2 la même année réfléchit à céder le personnage à Marvel Studios, donc au MCU. Des mails mentionnent le retard d'Andrew Garfield lors d'un dîner avec le PDG de l'entreprise qui aurait fortement irrité, ainsi que des discussions pour introduire l'homme araignée dans le prochain Captain America. Une petite bombe pour l'industrie. 4 films du studio à venir sont diffusés sur internet et on apprend que Sony Pictures discuterait avec Nintendo pour réaliser un film d'animation Super Mario Bros. Qui, comme vous le savez, sera finalement produit par Universal et Illumination. Bref, c'est un raz-de-marée qui met Sony sous pression, d'autant que le groupe de hackers menace des actions terroristes à l'encontre du film The Interview. Au final, la sortie en salle est annulée au profit d'une diffusion en digital. Ce leak démontre bien la puissance que peut avoir une fuite
et la perte de contrôle que cela peut représenter pour les artistes et les studios. Face à ce danger, l'industrie met en place de nombreuses stratégies. Déjà au début des années 2000, J.K. Rowling expliquait déposer une dizaine de titres pour chaque ouvrage d'Harry Potter afin d'éviter que les fans puissent deviner lequel serait retenu. C'est aussi le cas des artistes musicaux comme Nekfeu. Lors de son dernier album, la sortie physique avait lieu une semaine après celle sur les plateformes de streaming. Pourquoi ce choix? Car c'est la sortie physique des albums qui permettent les leaks le plus souvent. Les CD doivent être produits en avance et distribués dans les grandes surfaces. Certains vendeurs y ont donc accès en avance et peuvent réaliser des copies pirates. En repoussant d'une semaine la sortie physique, Nekfeu évite les fuites et ça a marché. On a pu observer un peu la même chose avec le dernier projet de Taylor Swift qui s'est révélé être un double album. La seconde partie n'a pour le moment même pas bénéficié d'une sortie physique et à la base c'était probablement pour garder la surprise. D'autres techniques permettent plus concrètement aux studios et aux producteurs de se protéger des fuites. La mise en place de NDA, à savoir de contrats qui interdisent la divulgation d'informations sous peine de poursuite, ou la censure de certains contenus sur les réseaux sociaux. Les peines de prison s'alourdissent également. Si les leakers de Hulk et Wolverine ont eu quelques mois de prison parfois avec sursis, Arion Kurtage, le jeune hacker de 18 ans qui avait dévoilé 53 minutes de vidéo sur GTA 6, a été placé dans une prison hôpital sécurisée pour une durée indéterminée. Aussi, les studios segmentent et cloisonnent de plus en plus les différents départements avec des traceurs sur chaque fichier permettant de remonter à la source. Par exemple, pour un blockbuster, les effets spéciaux vont souvent être gérés par plusieurs boîtes qui vont développer seulement une séquence, et donc avoir une visibilité réduite sur le film, ce qui rend aussi plus facile le fait de tracer si jamais il y a une séquence qui fuite. Ce qui, parfois, pose problème dans le rendu final. Du côté des leaks aussi, cela s'organise rapidement et même se professionnalise. Dans une interview passionnante accordée à mon collègue Eden LZ, Kurjacking, un des plus gros leakers du rap français, révèle les montants engendrés par ce business, mais aussi la manière dont les artistes peuvent s'en servir. Je partageais un leak d'un gros artiste pour 50 €. Comparé à ce que j'ai pris dernièrement quand j'étais encore dans les leaks, c'est rien du tout. Pour 50 €, c'est-à-dire qu'en gros c'était les artistes qui venaient te voir pour que tu leaks volontairement leur titre? C'est ça. On voit que c'est devenu un véritable business, là où auparavant c'était surtout des kidams qui se retrouvaient en possession d'informations ou de copies qu'ils faisaient fuiter sur internet sans rétribution. Aujourd'hui, il y a des gens qui en font quasiment leur profession, qui en font quasiment leur activité principale et surtout qui arrivent à en tirer profit. Certains leakers spécialisés, comme Daniel RPK, qui est un habitué des scoops sur Marvel et les films de super-héros, proposent même un Patreon qui le rémunère chaque mois en échange d'informations. La frontière devient alors de plus en plus floue entre les journalistes, les insiders, les scoopers et les leakers. J'ai donc demandé à Jeff Snyder comment il appréhendait ces différentes fonctions et quelle différence lui il faisait entre justement ces insiders anonymes qui ont émergé sur internet et des journalistes qui publient pour des sites et des journaux reconnus. People will think that they have a story, and it's like, no, you have a rumor, something that you heard. I'm the one who has to check it out and make it a story because it's my name on the story, right? It's like, it's my ass, it's my credibility. If I'm wrong about this, I'm the one who looks stupid, not you, because I can't tell anyone who you are, right? You're the anonymous secret source. My time to shine gets something wrong. Then we're all like, oh, my time to shine is more, but we don't know who that person is, right? And so they don't suffer any professional blowback that, you know, their name isn't besmirched professionally like mine, you know, maybe has at times. I do think that it's a different thing that you guys know who I am and you know the person behind the byline. I think that that's important, but some people don't care. They just want the information. They will take journalists who have, you know, decades of experience and then some insider account who just showed up on Twitter last week, and people put these on equal footing, right? And it's like, you have to understand, yeah, your news sources and the context, and I don't know, it's just wild to me when people equate an insider with a journalist. An insider could have better information than the journalist, but it's all about what you're doing with that information. Et si vous avez bien suivi la vidéo, au début je vous avais dit que j'étais allé interroger un insider anonyme. Il a logiquement refusé de me répondre en direct live pour protéger son anonymat. Mais il a accepté de me répondre à mes questions par mail, je lui ai donc envoyé et c'est probablement ChatGPT qui m'a répondu. Je ne peux pas en attester à 100%, mais les différents détecteurs semblent plutôt confiants et la structure, tout comme le fond des propos, me pousse à le penser. C'est dommage, mais c'est malgré tout révélateur de la volonté de ces comptes, déjà de rester anonymes à tout prix, mais surtout d'être avant tout des passeurs d'informations, de ne pas vraiment se mettre en avant en tant que tel et de s'effacer au profit de l'information. Là où justement le journaliste, on va lui demander d'avoir un œil, d'avoir un regard parfois critique pour prendre de la distance et aider le public à prendre de la distance. On
a donc vu que les leaks représentaient un vrai danger pour les studios et les artistes. Sauf que comme toujours, le système s'est très vite adapté. Mieux, il s'est complètement approprié la pratique pour la tourner à son avantage. Lors de sa sortie, la vraie, le film X-Men Origins Wolverine est extrêmement mal reçu. En particulier, le personnage antagoniste principal, interprété par Ryan Reynolds, désigné sous le nom de Deadpool, mais n'ayant absolument rien à voir avec son équivalent issu des comics. 5 ans plus tard, en 2014, un test footage leak sur internet. On y voit un Deadpool en CGI, toujours campé par le même acteur, dans une version bien plus proche de ce qu'il est censé être. L'extrait enthousiasme grandement les fans qui se mobilisent pour que le film, qui avait été logiquement annulé, voit le jour. Les pétitions se multiplient, je me souviens même en avoir signé une, et finalement la Fox craque et lance la production de Deadpool, qui connaîtra un succès monstre qu'on connaît, puis la suite, puis le 3e opus qui est sorti la semaine dernière. Mais une question demeure. Comment cette scène destinée à de l'interne s'est retrouvée à la vue de tous publiquement sur internet? Est-ce que l'immense implication de l'acteur dans le personnage Marvel, il produit également les films Deadpool, l'aurait poussé à prendre les devants et faire fuiter cet extrait pour en mettre sous pression la Fox et hyper les fans? La question se posait aussi concernant la fuite de cette image volée de Spider-Man No Way Home où on aperçoit Andrew Garfield. La qualité de la vidéo et l'absence de watermark, normalement utilisé sur ces fichiers, posent question sur l'intentionnalité de son dévoilement. The studio has two jobs. The studio has to protect the filmmaker and the interests of the filmmaking team, and so in that sense they probably don't want it out there, but at the end of the day they also have a movie to sell. And so if you have a top secret cameo that nobody knows about and you paid the actor, right? Well, we paid this actor a bunch of money to play this big superhero so that people will get excited and want to come see the movie. But if nobody knows about it and it's top secret, then that doesn't bring in the box office. So if it leaked and everyone knew that this guy was in the movie and this character's in the movie, maybe the box office goes up. It's a double-edged sword because it helps the box office and drives word of mouth. And don't you want to see so-and-so? But on the other hand, the filmmakers, worked hard to keep that a surprise, and the studio should align with the filmmakers. They should be on that side. It's all marketing. It's all just a strategic game of, hide and seek, if you will. De même soupçon pesait sur Damso. Son album Ipséité avait leaké une semaine en avance, ce qui est extrêmement rare, étant donné que d'habitude c'est surtout la veille ou l'avant-veille. D'ailleurs, ceux qui étaient sur Twitter à l'époque se souviennent sûrement de sa passe d'armes avec Billy Rebeudeter qui avait propagé la fuite. Mais comme pour le test footage de Deadpool ou Spider-Man, on n'a jamais pu prouver que c'était organisé. Contrairement à Vald. En 2018, il s'apprête à sortir son 2e album, Xe, qui est extrêmement attendu. Et plusieurs semaines avant la sortie du projet, un compte anonyme sur Twitter qui se présente comme une ex de Vald menace de balancer l'album pour se venger, et le fait. On y retrouve des versions maquettes, des singles déjà sortis, ainsi que des nouveaux morceaux inédits, mais en réalité, c'est une stratégie de communication de la part du rappeur et de son équipe pour promouvoir le véritable album. Parce que de toute façon, les albums leak. Donc on s'est dit, nous, on envoie un leak, mais on envoie un faux leak. Comme ça, les gens se font un avis dessus, et quoi qu'il arrive, derrière, on est 100 fois plus fort. Donc c'est de la promo excellente. Et je pense que ça c'est bien pour la promo, t'as l'impression qu'il y a Val partout. Xe sort donc comme prévu en février et est complètement différent. Le projet leaké étant une mixtape de sons probablement non retenus. Cependant, elle aura été tellement appréciée par les fans que Vald va également la diffuser un peu plus tard sous le nom de NQNT33. En fait, c'est un peu comme l'équivalent de l'épisode de The Office où Michael dévoile par erreur que son salarié Stanley a une liaison extra-conjugale et que pour éviter qu'elle se propage, il diffuse plein de fausses rumeurs sur les autres employés. Les équipes de Marvel se servent parfois de ce stratagème. D'ailleurs, les producteurs de Deadpool et Wolverine ont assumé avoir planté des faux leaks sur internet avant la sortie du film pour justement mieux brouiller les pistes entre les vraies et les fausses informations, puisqu'il y avait énormément de caméos et énormément d'éléments de l'intrigue qui étaient en train de fuiter. Et même parfois, c'est dans de la communication officielle. Par exemple, dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War, on voyait Hulk courir lors de la bataille du Wakanda. Or, ce plan n'existe pas dans le film. Et pour cause, dans le film, Hulk perd ses pouvoirs. Les réalisateurs avaient réitéré pour le volet suivant avec une photo de tournage volée sur laquelle on pouvait apercevoir la technologie du personnage de Mysterio. Comme l'a révélé plus tard l'actrice de Miss Marvel, il s'agissait en réalité d'une fausse fuite. Dans le renseignement, ce genre de stratégie est parfois connu sous le nom d'opération bleue de méthylène. Cela consiste à faire fuiter volontairement des informations, y compris des fausses. Ainsi, les producteurs peuvent brouiller les pistes, garder la surprise et plus facilement identifier l'origine des fuites. De plus, les leaks font parler
ils engendrent des discussions et donc de l'attente. À part quand c'est l'œuvre entière qui est dévoilée ou l'élément majeur de l'intrigue, les fuites ne font pas totalement l'effet d'un spoiler, mais plutôt d'un apéritif, d'une mise en bouche. C'est pour ça que depuis quelques années, les chanteurs n'arrêtent pas de partager en live ou en stories sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle des snippets, des mini-extraits de quelques secondes d'une chanson pour hyper les fans. Adele l'avait fait juste avant son dernier album. Certains sont devenus cultes et ont même forcé les artistes à sortir le morceau, comme ce fut le cas de Fade Up avec SCH, Hamza et Zekpi, qui est devenu un tube pour les artistes en partie grâce à cette circulation non conventionnelle. Les studios ont donc réussi à s'approprier les leaks pour les inscrire dans leur stratégie. Alors que pendant longtemps, la pop culture s'est reposée sur une culture du mystère, nous sommes désormais à l'ère du dévoilement. Les artistes multiplient les documentaires pour montrer leur processus de création, les films sont annoncés plusieurs années à l'avance et bénéficient de dizaines de vidéos promotionnelles avant leur sortie. Le contexte économique et l'augmentation des prix des places de cinéma poussent les consommateurs à réserver leurs dépenses pour des produits dont ils sont sûrs de la qualité et de leur satisfaction. Les studios et artistes doivent donc en dévoiler un maximum pour assurer à l'audience qu'elle en aura pour son argent. Cela va passer par les promotions traditionnelles, mais aussi par ce qu'on appelle les discours d'escorte. Le concept vient de Gérard Genette qui l'utilise pour désigner des formes de paratexte, à savoir ce qui accompagnerait un écrit pour indiquer les interprétations de lecture de celui-ci. Le meilleur exemple est celui de Barbie. Certes, la campagne de communication a été énormissime avec les affichages dans le métro, le partenariat avec Airbnb ou les avant-premières. Mais il faut ajouter à tout ceci des formes de fuite qui vont participer à créer des discours d'escorte autour du long métrage. C'est le cas de la rumeur selon laquelle l'industrie aurait été frappée par une pénurie de peinture rose. La fiabilité de l'info est assez faible, la source plus ou moins inconnue, et c'est probablement Warner Bros qui a lancé de manière directe ou indirecte sur le sujet. Pourquoi ? Car cela crée des discussions autour de l'omniprésence et du takeover du rose dans le film, une de ses plus fortes promesses. Et surtout, ça sous-entend la création de véritables décors visant à reproduire le monde de Barbie. Une stratégie confirmée par ces images du making-of où des fonds verts sont masqués, comme s'il s'agissait de véritables décors construits, alors que d'habitude dans les making-of, on laisse les fonds verts verts. Pareil pour Anyone But You, la comédie romantique qui a cartonné au début de l'année. Pendant le tournage, des rumeurs d'une relation entre Glenn Powell et Sydney Sweeney, les deux stars du film, avaient fait le tour des réseaux sociaux. Une fausse rumeur propagée par Sydney Sweeney, elle-même productrice du long métrage et qui voulait faire parler. Les studios se servent donc des journalistes et des insiders pour faire avancer le narratif autour d'un film. Studios definitely use journalists as a tool. I don't know if they're the ones going to these like leaker accounts and stuff like that, but they also may have appointed an intern or someone to stay on top of that world and report back to them so that Marvel keeps track of everything that Daniel or My Time to Shine are saying. So yeah, I am wary of being used as a tool by studios, but on the other hand, it's like that's kind of what we're here for is to be the messenger, because I don't think it means as much when a studio just puts out a tweet of its own or puts out a press release of its own. I think it's more important when it's filtered through a journalist. So you have to be mindful of being used and being used in that way, but it's also part of the game. Il faut alors distinguer le paratexte contrôlé, comme avec Barbie, et les discours d'escorte sur lesquels les artistes et les studios perdent la main. Au moment de la sortie du film Morbius, de nombreux mèmes tournent en dérision la production de Sony, au point de faire le buzz sur Twitter. Face à cet engouement, Sony est persuadé de voir une hype se former autour du vampire de l'univers de Spider-Man et ressort le film en salle. C'est une catastrophe. Le film refait un bide monumental. Pourquoi ? Car le discours d'escorte ne servait pas l'intérêt du long métrage. Il n'accompagnait pas une stratégie pensée et dont le studio a pu profiter. Les fuites contrôlées, au contraire, permettent de construire un narratif sur mesure, tout en donnant l'impression qu'il s'agit de simple circulation informelle. Les coulisses deviennent également un spectacle à part entière, une manière pour l'industrie et les artistes de continuer à raconter leur histoire, tout en laissant croire au public qu'il a accès à la forme la plus réelle possible des représentations. Il en va de même pour la fuite. La fuite se veut par essence non contrôlée. Elle échappe au producteur, et c'est aussi ça ce qui fait son caractère unique et intéressant. Mais désormais, les studios ont compris comment les contrôler, en partie, pour s'adresser à des niches de fans et faire monter la hype. Les défenses du public face aux nombreuses accroches publicitaires et promotionnelles sont donc baissées, et nous devenons moins attentifs pour décrypter les infos reçues, ce qui les rend d'autant plus efficaces. On assiste donc à une appropriation du phénomène des leaks pour les intégrer dans la narration globale et le spectacle proposé par les artistes et les producteurs. C'est une nouvelle façon
de contrôler le paratexte autour d'une œuvre et d'un contenu. On peut se dire que c'est un processus en marge du grand public, et pour une partie d'entre eux, c'est vrai. Cependant, je trouve que cette notion de fuite, qu'il s'agisse de la fuite de contenu ou la fuite d'informations, met en lumière ce qui se passe en coulisses de notre pop culture. Cela montre l'intérêt des fans pour cet envers du décor, mais également les ficelles utilisées par les studios et les artistes pour créer de l'engouement. Mais surtout, ça révèle un véritable rapport de force, où s'affrontent public, journalistes et studios. On pourrait donc croire qu'il s'agit d'une tendance dangereuse et qui à terme pourrait détruire l'industrie telle que nous la connaissons. Sauf qu'en réalité, si Internet donne l'illusion aux fans de reprendre la main par le biais des comptes anonymes ou de cette culture de la circulation participative, les producteurs ou les chanteurs ont rapidement repris le dessus pour définir le narratif. Une forme de méta-récit reprend vie, et c'est peut-être ça le sens de la pop culture, d'avoir une industrie culturelle tellement forte que même les contre-discours, même ce business de l'ombre, elle a réussi à se le réapproprier, à l'appréhender et à en faire au contraire une arme de force pour mieux vendre ses produits. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Merci énormément à Jaz Snyder et à Cryptic for All d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à donner votre avis en commentaire. Racontez-moi les spoilers que vous vous êtes mangés ou le leak qui vous a le plus marqué. On se retrouve très bientôt. C'était Adam Bros. Ciao!